Bonjour, je suis directrice de recherche au CNRS, je suis historienne, spécialiste de l'histoire de la colonisation, en particulier des territoires du Pacifique et plus précisément de la Nouvelle-Calédonie, terrain sur lequel j'ai intensivement travaillé au cours de ces dernières 20 années. J'ai publié sur le sujet plusieurs articles et en particulier deux ouvrages, l'un qui s'appelle Expérience coloniale, la Nouvelle-Calédonie 1853-1920, qui a été publié d'abord chez Belin en 1995, puis qui a été réédité en 2019 chez Anacarsis, 2020, pardon. Le second est publié avec mon collègue Adrien Mnuckel, qui est néo-zélandais, historien lui-même, sous le titre L'indigénat, jeunesse dans l'Empire français, pratique en Nouvelle-Calédonie, publié en 2019 au CNRS Éditions. Le peuple autochtone de la Nouvelle-Calédonie, qu'on appelle aujourd'hui le peuple kanak, fait partie d'un mouvement de migration très ancien, d'origine dite austronésienne, dont le point de départ se trouve à Taïwan Sud-Vietnam et qui part de cette région-là il y a quelques 4000 ans. C'est un groupe ethno-linguistique qui s'est répandu sur une étendue extrêmement large, de Madagascar à l'île de Pâques, mais dont l'essentiel a peuplé les îles du Pacifique Sud. La première vague des Austronésiens atteint d'abord ce que les archéologues appellent l'Océanie proche, c'est-à-dire Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Bretagne, île Salomon. C'est là que, semble-t-il, se constitue le berceau d'une culture qu'on appellera l'Apita, une culture singulière qui est caractérisée, qui est connue par des poteries portant des dessins géométriques particuliers et parfois des visages humains. Alors, grâce aux traces archéologiques et à la reconstitution linguistique, on peut avoir des indications sur les plantes que transportaient les Austronésiens, le taro, le cocotier, le bananier, l'arbre à pain, mais aussi les animaux qui les accompagnaient, le cochon, la poule, le chien et sans doute le rat, ou les différentes formes de pirogues ou d'habitats qu'ils utilisaient. À partir de 1200 avant Jésus-Christ, commence une phase de voyage au long cours dans l'Océanie proche, au-delà de l'Océanie proche, au-delà des îles Salomon, vers le Pacifique central. Et en quelques 300 ans, selon l'archéologue Patrick Kirsch, ces courants migratoires atteignent les îles du Vanuatu, puis la grande terre de la Nouvelle-Calédonie et les îles Loyauté qui forment dans l'ensemble la Nouvelle-Calédonie, et ce, entre 1200 et 1100 avant Jésus-Christ, ces voyages poursuivant leur route jusqu'à Fidji, Tonga, Samoa. Alors, la performance maritime pour l'époque est absolument inédite dans l'histoire de l'humanité. Et tout porte à croire aussi qu'une telle expansion humaine sur un espace de plus de 4500 km n'est pas le fruit du hasard, comme on pourrait le croire, mais le fruit de voyages concertés et volontaires. Et c'est moins la pression démographique qui serait à l'origine de ces migrations que les logiques sociales austronésiennes que l'on retrouve encore dans les peuples du Pacifique, en particulier l'importance mise sur l'ordre de naissance et la primogéniture, ou encore ce que Peter Bellwood appelle l'idéologie de la fondation, c'est-à-dire le fait d'accorder un pouvoir majeur aux premiers occupants, aux plus anciens sur les lieux, aux plus proches des ancêtres, aux premiers-nés. La quête de nouveaux territoires est aussi une quête de fondation de nouvelles lignées et de nouveaux tertres. Pour une raison que l'on ignore, le cochon et le chien qui accompagnaient les Lapita et qui, pour le premier, incarnent une place essentielle dans les échanges coutumiers dans toutes les îles du Pacifique central, ne sont pas arrivés ou ont disparu en Nouvelle-Calédonie. N'ont survécu dans cette île, ainsi qu'aux îles Loyauté, que les poules et les rats, sachant qu'en Nouvelle-Calédonie, il y avait très peu de mammifères, une seule espèce de chauve-souris, la roussette. Comme leurs ancêtres austronésiens, ou du moins ça descend de là, les Kanaks
forment d'abord un peuple d'horticulteurs qui soignent les plantes et en particulier la culture reine, l'igname, qui occupe une place symbolique essentielle dans les échanges coutumiers. À mesure que les petites communautés remontent les vallées, elles installent un système horticole et arboricole avec des systèmes de plus en plus sophistiqués de drainage et d'irrigation ou des systèmes de terrasses pour les taraudières qui feront l'admiration des premiers observateurs européens. À la veille de l'arrivée des Européens en 1774, la population kanak représente, selon les estimations, 40 000 à 80 000 personnes, organisées en chefferies de taille plus ou moins grande, qui regroupaient des clans ou groupes de familles, le clan étant un groupe de familles se rattachant à un ancêtre fondateur, mythique la plupart du temps, et qui garde en mémoire les divers points d'implantation à partir d'un site premier de dispersion. Les chefferies kanaks sont organisées sur une base patrilinéaire. Le nom se transmet par les hommes, les clans s'allient entre eux via les femmes, à l'occasion de cérémonies coutumières organisées sur la base de l'échange. Comme dans le Pacifique, tout le Pacifique, c'est central. Les sociétés kanaks, animées par des logiques de prestige et de compétition, d'alliance et de guerre, sont à la fois très enracinées et très mobiles. Et je rappelle qu'elles gardent en mémoire, dans les échanges coutumiers, on déclame le rappel des divers lieux d'implantation, des déplacements des clans, sur lesquels les clans gardent en fait des droits fonciers ancestraux. On sait que les échanges de longue distance à travers le Pacifique se sont restreints dès le premier millénaire après Jésus-Christ. Mais la Nouvelle-Calédonie pré-européenne gardait des liens avec les îles proches, en particulier le Vanuatu. Et on sait aussi qu'elle a connu des influences importantes, en particulier aux îles Loyauté, du fait de l'arrivée de ce qu'on appelle le retour des Polynésiens, c'est-à-dire d'installation de Polynésiens accueillis dans les chefferies des Loyautés, et en particulier les Tongiens. Alors, la Grande Terre est aperçue pour la première fois par le célèbre navigateur britannique James Cook le 4 septembre 1774, lors de son second voyage dans le Pacifique. James Cook a mené 3 expéditions dans le Pacifique entre 1868 et 1879 sur ordre de la royauté pour reconnaître les confins de l'hémisphère sud et confirmer ou infirmer ce que l'on croyait à l'époque le mythe du continent austral. Lors de ce second voyage, alors qu'il est sur la route du retour, il trouve des îles qu'il va appeler New Hebrides pour l'actuel Vanuatu et New Caledonia pour la Grande Terre et les Loyautés. Il débarque au lieu-dit Mahamat, à proximité de Balade, selon la toponymie locale, sur la Grande Terre, sur la côte nord-est. L'expédition ne reste que 8 jours, au cours desquels les rencontres entre Européens et Kanaks sont paisibles, voire, à l'étonnement de Cook, caractérisées par une feinte indifférence du côté kanak, parce qu'on ne peut pas douter que les étrangers sont en fait intensément observés. Rien de comparable, en tout cas, avec les accueils fastueux que Cook a connus en Polynésie. De la Nouvelle-Calédonie, ou surtout de la région de Balade, Cook retient dans son journal la relative pauvreté des sols, l'absence de ressources, mais remarque la présence de minéraux. Dès ce moment-là, on sait, enfin, il voit, sinon le nickel, du moins il voit des traces de minéraux, et on sait que le nickel, le chrome et le cuivre permettront de développer au XIXe siècle une importante activité minière. Cook observe aussi l'ingéniosité des systèmes d'irrigation pour les cultures de taro et d'igname, et il constate aussi la placidité des habitants, hommes robustes, dit-il, actifs, bien faits, civils et paisibles, qui n'ont, dit-il, qu'un seul bien précieux, un bon caractère plus qu'aucun peuple. Ce n'est pas du tout la conclusion à laquelle arrive le navigateur suivant, le français Bruni d'Entrecasteaux,
qui arrive au même lieu-dit de Mahamat 19 ans plus tard, en 1793, pour le compte de la royauté française, alors qu'il est à la recherche de la Pérouse, qui a disparu en 1788 en partant de Botany Bay. La région de Balade, que voit d'Entrecasteaux, présente alors un tout autre paysage. Le pays est visiblement ravagé par la guerre et les habitants souffrent de disette. L'ambiance est beaucoup plus tendue. D'Entrecasteaux se plaint de vols et d'agressions au point que des coups de canon sont tirés. Il note dans son journal la misère et la férocité des habitants de cette malheureuse contrée et dénonce la barbarie, selon lui, des Kanaks en guerre, avec des têtes sur des pics, mais surtout des traces de pratiques anthropophagiques. Son opinion est faite, ce peuple est à classer parmi les plus féroces. Est-ce l'opinion négative de D'Entrecasteaux ou les difficultés d'accès aux côtes calédoniennes qui sont entourées d'un lagon avec de rares passes difficiles à passer? Le fait est que la Nouvelle-Calédonie, à peine découverte, retombe dans l'oubli jusqu'à 1841. C'est à cette date que débarquent les premiers missionnaires britanniques de la London Missionary Society aux îles Loyauté en provenance de l'Est du Pacifique. La London Missionary Society s'est effectivement installée dès 1797 à Tahiti et progresse vers l'ouest en s'appuyant sur des Polynésiens convertis, qu'on appelle Nata, pour évangéliser les îles de Mélanésie. Les missionnaires protestants britanniques sont suivis de près par les missionnaires catholiques maristes auxquels le pape a donné pour mission l'évangélisation des îles de Mélanésie et qui débarquent en 1843 à nouveau à Mahamat sur les traces de Cook. Aux missionnaires s'ajoutent dans ces années 1840 les premiers contacts avec les baleiniers et surtout les santaliers, ceux qui cherchent le santal, qui écument le Pacifique d'est en ouest à la recherche de ce bois précieux extrêmement prisé sur le marché chinois. Les uns et les autres transportent avec eux les maladies bien connues en Europe, mais totalement inconnues dans les îles, et ouvrent, sans le vouloir, une longue phase d'épidémie qui s'avérera dramatique pour les populations kanaks. Les Nata polynésiens, évangélisant pour le compte de la London Missionary Society, sont eux-mêmes des Océaniens et parviennent visiblement à s'intégrer relativement bien dans les chefferies des loyautés, en dépit du contexte très dégradé du fait des épidémies. En revanche, les missionnaires catholiques français, débarquant sans aucune connaissance des îles, sont incapables de comprendre les logiques de l'échange. Outre le fait qu'ils sont accusés de répandre la mort avec les épidémies, leur incapacité à respecter les règles de travail et d'accueil crée rapidement une telle animosité qu'ils sont obligés de fuir Balade en 1847. Après quelques échecs, ils retentent une implantation à Balade en 1851 et parviennent à convertir quelques groupes entre Balade et Pueblo dans les 2 années qui suivent. La présence missionnaire catholique sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie va finalement être consolidée par l'arrivée de l'amiral Février des Pointes le 24 septembre 1853, qui vient promulguer l'acte de prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France. La France cherche à s'installer dans le Pacifique dès les années 1830 en prenant appui sur l'avancée des missionnaires catholiques qui débarquent d'abord aux Marquises, Tahiti et Gambier à la fin des années 1830. Ces îles de Polynésie sont les premières cibles du gouvernement de Louis-Philippe en quête de points d'appui pour sa marine dans le Pacifique. Un protectorat est signé avec la reine Pomaré à Tahiti en 1842, tandis que les Marquises sont annexées à la même date. La Nouvelle-Calédonie est déjà dans le viseur du gouvernement français parce que les missionnaires catholiques tentent de s'y installer. Mais le projet est suspendu du fait des crispations diplomatiques suscitées avec les Britanniques à l'annonce du protectorat français sur Tahiti. Outre des points d'appui pour sa marine, la France se met en quête, dans les années 1850, d'un site pour accueillir les condamnés aux travaux forcés qu'elle veut expulser des bagnes portuaires où ils sont regroupés vers des colonies sur le modèle de la transportation britannique.
vers l'Australie. Le vote de la loi sur la transportation des condamnés aux travaux forcés en 1854 explique la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie comme lieu potentiel après la Guyane, où le bagne est ouvert dès 1852, mais s'avère extrêmement mortifère. Le bagne en Nouvelle-Calédonie ne sera ouvert qu'en 1863. Alors, le bagne calédonien a pour vocation de répondre au mieux, bien mieux que le bagne précédent, aux utopies de la loi sur la transportation de 1854. Alors que la prison et l'enfermement cellulaire est en France depuis la Révolution le système adopté pour, entre guillemets, régénérer l'individu criminel, les tenants de la transportation outre-mer parviennent à imposer un autre modèle dans les années 1840, influencé directement par le système britannique en Australie. Il s'agit non seulement d'organiser l'expulsion définitive des condamnés vers des colonies pénitentiaires, mais aussi de permettre d'offrir aux condamnés un avenir à l'issue de leur peine dans la colonie pénitentiaire en leur donnant des terres. La loi sur la transportation de 1854 imagine un bagne peuplant avec des condamnés transformés en paysans aux colonies. C'est ce qu'on appelle la colonisation pénale. Afin d'aider à la régénération des condamnés, celle-ci doit aussi s'accompagner d'une immigration libre de colons dits honorables qui donneront l'exemple. Ces derniers, dans les années 1840-1850, doivent être issus des classes prolétaires françaises, la colonisation libre étant pensée alors comme une soupape pour faire partir des classes populaires que l'on pense dangereuses. Les essais de colonisation agricole sont d'abord tentés en Guyane, mais s'avèrent alors un échec du fait d'une mortalité au bagne beaucoup trop élevée. La Nouvelle-Calédonie, avec son climat salubre, que l'on prétend méditerranéen, l'absence de maladies tropicales, l'abondance de terres que l'on prendra au Kanak, semble bien plus adaptée à ce projet. Selon la loi de 1854, les condamnés à moins de 8 ans aux travaux forcés seront soumis au doublage, c'est-à-dire à un temps de résidence obligatoire équivalent à leur temps de peine. Comme la condamnation aux travaux forcés ne peut être inférieure à 5 ans, les hommes partent pour 10 ans au minimum et la France ne leur payera pas le billet de retour. Pour ceux condamnés à plus de 8 ans, la peine de transportation équivaut à un exil définitif dans la colonie qu'ils ne pourront jamais quitter. Seuls les hommes du côté français sont ciblés, ce n'est pas le cas des Anglais, des hommes de 21 à 60 ans qui sont susceptibles d'être condamnés aux travaux forcés. Les femmes condamnées à la prison pourront être envoyées dans les colonies pénitentiaires, mais seulement sur la base du volontariat. Les épouses ainsi que leurs enfants pourront rejoindre leur mari une fois qu'il sera installé sur sa concession de terre. 21 523 transportés sont expédiés en Nouvelle-Calédonie entre 1863 et 1897, date de la suspension définitive de la transportation vers ce territoire. 500 femmes prisonnières ou volontaires à l'exil vont les rejoindre. Notons que parmi les condamnés aux travaux forcés, 1800 sont d'origine algérienne, tunisienne ou marocaine, la plupart arrivés entre 1889 et 1897. À la loi sur la transportation s'ajoute en 1872 l'application de la loi sur la déportation politique qui exile à ce titre 3 945 hommes et 20 femmes, dont la célèbre Louise Michel, vers la Nouvelle-Calédonie. Aux communards, qui constituent la grande majorité des convois débarqués entre 1872 et 1874, s'ajoutent les chefs insurgés algériens de l'insurrection de 1871 en Kabylie. Enfin, la loi sur la relégation pour les multirécidivistes de 1885 ajoute à cette population pénale 3 748 hommes et 451 femmes. En parallèle, la France organise le départ des colons libres en proposant des aides au voyage et à l'installation, en particulier à partir de 1880, après la grande insurrection kanak
de 1878. Avec l'arrivée du gouverneur Paul Feuillet en 1894, le modèle migratoire doit désormais s'appuyer exclusivement sur les colons libres et non plus sur des prolétaires dont on voudrait se débarrasser. On avait voulu se débarrasser. Il s'agit d'attirer des petits capitalistes dotés de 5 000 francs or qui seront capables de dynamiser l'économie coloniale avec la culture reine du moment, le café, pour créer aux antipodes une petite France australe. Feuillet, comme on l'a dit, suspend définitivement la transportation des condamnés outre-mer en 1897. Il ferme, dit-il, le robinet d'eau sale et ouvre la voie à des familles françaises pour promouvoir un nouveau type de développement colonial. Alors, la population coloniale en Nouvelle-Calédonie est donc composée de plusieurs vagues et plusieurs statuts. Entre 1854 et 1878 arrivent des émigrants qui viennent spontanément sur leurs propres ressources, sans le soutien de l'État français, en provenance majoritairement d'Australie, de nationalité directe. Parmi ces émigrants, certains s'accaparent d'immenses propriétés sur l'accord du gouvernement local pour développer essentiellement de l'élevage sur la côte ouest du territoire, la première qui est appropriée. Cette colonisation, qu'on peut appeler spontanée, va être percutée par l'insurrection de 1878. Mais elle saura se maintenir. Elle fournit le socle des grands propriétaires et éleveurs dont le bétail terrifie à ce moment-là les Kanaks et dévaste les jardins. À partir de 1867, les premiers condamnés sont installés sur des concessions de terre à Bourail d'abord, puis à La Foix à partir de 1870 et enfin à Point-Boute dans les années 80. Ceux qui tiennent bon, car le turnover est très important parmi les condamnés avec beaucoup d'échecs, ceux qui tiennent bon donc forment le socle des colons pénaux qui donneront une descendance dans ces centres de colonisation. Ceux qui échouent ou qui n'obtiennent pas une concession de terre au cours de leur peine deviennent des libérés, hommes seuls qui sont interdits de séjour à Nouméa et qui parcourent les chemins de la colonie en quête d'un moyen de subsistance. Ils participent aux premières ouvertures de mines ou s'emploient chez les colons libres. Les colons dits libres sont les colons honorables dont la France soutient la venue avec l'aide du ministère des colonies à partir de 1880 en particulier et sous la période Feuillet à la fin du siècle ou encore à nouveau dans les années 20 après la guerre de 14 avec les nordistes qui viennent des territoires ravagés par la guerre de 14 du nord de la France. Alors, ces colons libres font des peuples les centres de la côte ouest, Vaud, Koné, Koumak, et de la côte est, Pointe-Dimier, Ponériouin, Yengen, Okueko. Leur nombre n'est pas très important, mais les populations des centres libres et des centres pénaux s'équilibrent au début du XXe siècle. Enfin, Nouméa organise un monde urbain précoce où sont installées les grandes maisons d'import-export avec une population de salariés d'origine européenne et le grand centre pénitentiaire de l'île Nou avec tous les services et entreprises qui gravitent autour. On l'a compris, dans ce projet de peuplement, les Kanaks n'ont aucune place. S'il est un pays où la formule du grand remplacement fait sens, c'est en Nouvelle-Calédonie. Car l'enjeu est bien de construire une société blanche, pénale et libre, et on espère longtemps que les Kanaks, menacés par les épidémies et l'infériorité de la race, comme on disait, disparaîtront. En attendant, il s'agit de les refouler sur des espaces spécifiques et reculés dans la chaîne montagneuse centrale, que l'on appelle réserve indigène, en libérant ainsi les terres pour les colons. Pourtant, les Kanaks ne disparaissent pas, même si leur démographie chute dramatiquement jusqu'en 1911, où la population ne compte plus que 26 000 personnes. D'où l'importance de les utiliser par le travail au service des colons en attendant. Mais clairement, la population autochtone ne peut soutenir les besoins en main-d'œuvre d'une économie agricole et minière à partir de 1874 avec la découverte du nickel en particulier, et en particulier dans un contexte où la source du bagne d'aide de main-d'œuvre condamnée se tarit. La Nouvelle-Calédonie va alors faire appel à plusieurs courants de main-d'œuvre sur la base de contrats d'engagement
Les insulaires du Vanuatu voisin entre les années 1860 et 1880, les Vietnamiens du Nord sous occupation française entre 1891 et 1939, les Japonais entre 1890 et 1914 et les Javanais sous occupation hollandaise entre 1896 et 1939. La colonisation, où qu'on aille, commence toujours par la guerre. Même si les premiers contacts peuvent être plus ou moins paisibles, l'emprise coloniale, l'appropriation des terres, la volonté de mettre au travail les populations colonisées provoquent immanquablement, partout, des conflits et des guerres. Et la Nouvelle-Calédonie n'échappe pas à cette histoire, loin de là. Les guerres commencent dès 1854, avec l'installation des premières garnisons à la frontière de l'avancée du front pionnier, autour de Nouméa et sur la côte ouest, mais aussi sur la côte est, là où s'implantent les missionnaires et avec eux les premiers colons. Les guerres kanaks sont depuis toujours des guerres localisées. Et c'est ainsi que se déploie une première phase de conflit entre 1854 et 1878. Les premières chefferies touchées par la colonisation se mettent en guerre, puis finissent par se soumettre et souvent collaborer, tandis que la pression continue à augmenter le long de la côte ouest, sur les terres kanaks, dans un contexte où, curieusement, entre 1854 et 1878, les Européens ne réalisent pas la colère qui monte dans le monde kanak. On parle alors de Kanaks très soumis, à part quelques conflits qu'on écrase rapidement, ils ne posent pas de problème. Ils ont en particulier pas conscience des alliances qui se nouent entre les chefferies de Boulupari jusqu'à Poya, tout le long de la côte Est, avec comme épicentre les grandes chefferies dotées d'une population nombreuse qui résident aux alentours du centre pénitentiaire de Terrain-Bas, alors qu'on étend l'installation des condamnés dans les années 1868-1869. La volonté de délimiter les terres kanaks pour constituer les réserves met le feu aux poudres en 1878. Les pierres de guerre, comme on dit en monde kanak, ont circulé et la volonté de chasser le blanc s'est affirmée avec un effort considérable fait par de nombreux chefs à ce moment-là et dont le plus célèbre est Tataï, pour s'allier bien au-delà du périmètre habituel des alliances de guerre traditionnelles. La majorité des chefferies entre Boulupari et Poya entrent en guerre en 1878 en attaquant les stations et les propriétés de colons et en menant des actions de guérilla. L'insurrection kanak prend les militaires français par surprise et quelques 200 Européens sont tués, femmes et enfants compris. La peur est immense parmi les colons et laissera des traces sur le long terme, tandis que les forces répressives françaises s'organisent en ralliant les colons, les condamnés sur les chantiers et jusqu'aux déportés algériens autour du leader de Mokrani pour pourchasser les Kanaks. Sont ralliés aussi les clans de la côte Est qui se sont déjà heurtés à la puissance de feu française dans les années précédentes et ont décidé de collaborer avec les militaires. Et ils ont aussi décidé de mener leur propre guerre à l'intérieur de cette guerre contre les ennemis traditionnels qui étaient sur la côte ouest. La répression est féroce. Elle fera entre 800 et 1600 morts côté kanak. Les villages et les cultures kanaks sont dévastés par les colonnes militaires. Les populations sont affamées, refoulées ou exilées. Les uns vont se réfugier dans les chefferies de la côte Est en suivant les chemins coutumiers. 1000 à 1500 familles kanaks sont déportées vers l'île des Pins, Lifou ou Bélep, et certains chefs jusqu'à Tahiti ou Obok. Plusieurs sont exécutés sans jugement ou condamnés à mort en cour martiale. Le bilan est terrible. Une grande partie de la côte ouest est vidée de ses habitants originels, qui seront remplacés par des colons pénaux autour de la Foix ou par des Alsaciens lorrains fuyant les Prussiens en France sur Moindou. La violence de la guerre kanak crée parmi les Européens une peur atavique
qui aggravent encore le racisme ou la volonté toujours affirmée de dresser l'indigène avec la protection de l'armée. Pour le monde kanak, le traumatisme est encore plus grand et on racontera longtemps, dans l'ombre des cases, les expulsions et déportations, les pertes de les trahisons, la terreur inspirée par les Blancs. La répression menée en 1878 étouffe largement les velléités de révolte, tandis que s'affirme l'emprise de l'ordre colonial sur le monde colonisé. Mais c'est au cours de la guerre de 14 qu'aura lieu la dernière grande insurrection kanak dans la lignée des précédentes. Cette insurrection se déploie en 1917 au nord de la Grande Terre, limitée à une région, avec une figure qui restait très connue, le chef Noël. En pleine mobilisation des soldats pour le front, dont un contingent kanak supposé volontaire doit rejoindre le bateau pour partir. Alors que les nouvelles du front ne sont absolument pas bonnes, l'espoir naît dans les tribus du Nord qu'on va enfin se débarrasser des Français. Mais là encore, l'espoir est vain. Les chefferies engagées finissent par se rendre, plusieurs procès sont organisés, la répression est soutenue, mais à ce moment-là, en 1917, les critiques montent contre une administration coloniale locale accusée d'avoir largement négligé les populations kanaks, avec pour seul objectif de les refouler et de les exploiter. Alors, le régime de l'indigénat n'est pas spécifique à la Nouvelle-Calédonie. C'est un levier de gouvernance indigène qui a été créé pour l'ensemble des colonies de l'Empire, à l'exception de ce qu'on appelait les anciennes colonies, c'est-à-dire là où il y avait eu l'esclavage, là où on a accordé la citoyenneté française en 1848, au moment de l'abolition, anti-française, Réunion et Guyane. Et on n'a pas appliqué non plus l'indigénat à Tahiti pour des raisons spécifiques liées à l'histoire de la colonisation d'abord britannique puis française à Tahiti. Mais partout ailleurs, l'indigénat s'est appliqué. Le régime de l'indigénat a été élaboré à partir de 1840 dans l'Algérie coloniale, qui est alors en pleine guerre. Les Français mènent la guerre aux populations algériennes. Et c'est dans le creuset de cette guerre coloniale qu'on décide de réfléchir à l'encadrement des populations colonisées lorsqu'elles cessent d'être des ennemis, qu'elles se soumettent, qu'elles rendent les armes. Et on réfléchit alors à comment les encadrer, comment les contrôler dans ce qu'on appelle la pacification, sorte d'euphémisme de l'époque. Pour le juriste Émile Larcher, qui écrit en 1923 sur le sujet, le régime de l'indigénat n'est en fait que le résidu des pouvoirs militaires dus aux nécessités de conquête. C'est un moyen, selon lui, de perpétuer la guerre dans la paix, au sens où c'est un moyen exorbitant de droit commun qui n'existe pas en France, qui met en place un certain nombre de règles applicables exclusivement aux populations colonisées soumises. Donc, le régime de l'indigénat est élaboré en Algérie. Il sera étendu entre 1881 jusqu'à 1924 dans toutes les colonies françaises, en Cochinchine en 1881, en Nouvelle-Calédonie et au Sénégal en 1887, en Annam, Tonkin et île Sullivan en Polynésie en 1897, au Cambodge en 1897, Madagascar en 1998, Afrique de l'Ouest 1904, Afrique équatoriale 1910, puis Cameroun-Togo 1917-1921. C'est un régime juridique d'exception ou dérogatoire qui consiste à créer un espace juridique nouveau, spécifiquement réservé aux indigènes ou assimilés, qui s'ajoute au droit pénal auquel par ailleurs ces derniers sont soumis. Un registre dans lequel les indigènes commettent des délits inconnus ou non prévus en France, mais qualifiés comme tels dans les colonies, et pour lesquels on va prévoir des peines dont certaines entrent dans aucune catégorie pénale en France, c'est-à-dire n'existent pas, peines qui peuvent être individuelles ou collectives.
Cette justice répressive est dite spéciale dans les textes. Elle l'est parce qu'elle s'applique aux seuls indigènes et assimilés, et elle l'est aussi parce qu'elle crée des peines et délits inconnus en France. Elle l'est aussi parce qu'elle est exercée par l'autorité administrative, les gouverneurs et les subalternes, au mépris d'un principe fondamental du droit français, acquis sous la Révolution, l'exigence de la séparation des pouvoirs judiciaires et administratifs, garante des libertés publiques. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'appliquer aux populations colonisées un double niveau de répression. Pour les faits dits de haute police, les plus graves, actes d'insoumission ou de rébellion, le gouvernement peut infliger ce qu'on appelle l'internement administratif, c'est-à-dire la prison, l'exil, l'assignation à résidence, et ce, sans procès et sans jugement. Il peut appliquer aussi le séquestre des terres et des biens, et enfin des amendes collectives, sachant que là aussi c'est une dérogation au droit français, car les peines collectives qu'on connaissait sous l'Ancien Régime ont été supprimées par la Révolution, car la peine ne pouvait être désormais qu'individuelle, seul l'individu devait être puni pour ses crimes et en aucun cas un collectif. Cet internement administratif n'est pas régulé, extrêmement arbitraire, se situe dans le huis clos s'applique dans le huis clos du bureau du gouverneur, sans enquête, sans avocat, sans débat contradictoire. Et jusqu'en 1907, on peut enfermer les gens ou les exiler avec des peines sans terme. En 1907, on met une limite à 10 ans. Aucune liste de délits n'est prévue, donc le gouverneur fait à peu près ce qu'il veut et qualifie les faits comme il veut. Le régime de l'indigénat s'applique aussi à un niveau localisé, comme un moyen de répression de proximité. Il est alors exercé par des subalternes. En Afrique, c'est des commandants de cercle. En Nouvelle-Calédonie, ce sera les gendarmes. Une liste dite d'infractions spéciales est dressée pour chaque colonie, réprimée au plus près des délits de moindre importance, à hauteur de 15 jours de prison, 100 francs d'amende cumulables. La liste contrôle tous les aspects les plus divers de la vie quotidienne. Respect des règles réglementaires, interdiction de circuler, retard, inobservation des ordres, manque de respect aux demandes de réquisition, paiement de l'impôt, etc. Curieusement, le décret de l'indigénat est passé en Nouvelle-Calédonie en 1887, à un moment où le pays est dit pacifié depuis 1878. Donc, il n'y a pas de risque. C'est un régime de répression légale qui ne correspond pas à un moment de tension. Le décret est passé en 1887 et prévoit d'abord de compléter la liste des chefs nommés à qui on attribue un territoire de tribu sur lequel le chef aura le devoir de faire respecter l'ordre public et de répondre aux ordres de l'administration, en particulier avec la réquisition des hommes. C'est une spécificité calédonienne que d'organiser les groupes, les tribus, et de nommer les chefs et que ce soit inscrit dans l'indigénat. On le trouve nulle part ailleurs. Ensuite, on fait passer une liste d'infractions spéciales qui est annexée à ce décret et qui prévoit 3 types de règles. Des règles de soumission concernant toute désobéissance aux ordres, formule vague qui laisse une grande part à l'arbitraire. Un regard mal interprété, une casquette non enlevée, un geste de mauvaise humeur de la part d'un Kanak. Cette liste comprend un deuxième type de règles qui s'appuie sur l'organisation d'une ségrégation de l'espace habité, qui est aussi très fort en Nouvelle-Calédonie, en interdisant aux Kanaks la fréquentation des centres de colonisation européens ou de Nouméa après 8 heures du soir, la fréquentation des cabarets européens, l'interdiction d'entrer chez les Européens et l'interdiction pour les Kanaks de quitter leur arrondissement sans autorisation. Le troisième type de règle touche à la tenue du corps et à des pratiques plus intimes. Par exemple, la nudité sur les routes, qui était en fait le fait de condamner le port du cache-sexe, qui était l'habit traditionnel kanak,
la pratique de ce que les Européens appelaient la sorcellerie, à peu près tout ce qu'ils ne comprenaient pas du côté kanak, de, de phénomènes un peu symboliques, magiques, etc. Le port des armes kanak dans les... La liste d'infractions de 1887 comporte 11 items et elle ne va cesser de s'allonger au fil des années pour atteindre 27 items en 1915, incluant toutes sortes d'interdits d'obligations nouvelles, comme par exemple l'obligation de payer l'impôt de capitation, qui pèse sur les Kanaks exclusivement depuis 1900, l'interdiction, cette fois généralisée, de pénétrer sur une propriété privée, de troubler l'ordre dans les tribus, d'organiser des fêtes comme les pilou-pilou, ou toute autre réjouissance sans autorisation, de donner des renseignements inexacts, d'usurper le titre de chef, qui était la grande peur des Français, c'était que du monde kanak, ils ne comprenaient pas tout, donc ils pouvaient se faire berner, on envoyait un coupable alors que c'était un autre, on nommait un chef, on envoyait un chef, mais ce n'était pas le bon, etc. De prononcer des propos séditieux ou irrespectueux, de cacher des évadés, alors évadés condamnés ou évadés de travailleurs sur contrat fuyant leur patron, de refuser de mettre les malades atteints de la lèpre qui a énormément sévi en Nouvelle-Calédonie dans les lépraiseries, puisqu'on n'avait que ça comme façon de se battre contre la lèpre, c'est d'organiser des lieux de relégation, ce qui pour les Kanaks était impossible, de se séparer de ses malades, de sa famille, de ne pas déclarer les naissances ou les décès, ou encore de vendre et de se procurer de l'alcool. Au final, on le voit, c'est de mains aspects de la vie qui sont soumis à la menace des sanctions, 100 francs d'amende, 15 jours de prison, et qui peuvent être cumulables. Alors que, rappelons-le, les salaires ou les ressources numéraires des Kanaks sont très faibles. En cas d'insolvabilité, la prison la remplace, l'amende, et de fait, la prison a été l'épée de Damoclès qui pouvait toujours tomber à tout moment pendant toute la période de l'indigénat sur les Kanaks, hommes ou femmes. Alors, l'indigénat est appliqué sous l'autorité des gendarmes en Nouvelle-Calédonie qui agissent en tant que syndic des affaires indigènes, comme on disait. Mais ce sont les grands chefs et les petits chefs de tribu qui en ont la responsabilité. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les grands chefs et petits chefs nommés par l'administration sont ciblés et sont les premiers à subir les peines d'internement, qu'il s'agisse de l'exil qui a été très récurrent jusqu'à Tahiti, les prisons, l'assignation à résidence en dehors de leur territoire. Ce pour soumettre le sommet, soumettre les élites. Par la suite, ce sont les grands chefs et petits chefs qui ont la charge de prélever l'impôt de capitation. Ce sont eux qui ont la charge de réquisitionner les travailleurs. D'ailleurs, ils bénéficient d'un pourcentage. Ce sont eux qui ont aussi la charge d'appliquer l'ordre public en tribu, dans le district. Après avoir été victime du nouvel ordre colonial, particulièrement ciblé par la répression avant 1890, ils deviennent par la suite les maillons essentiels de l'exercice du pouvoir colonial. Le régime de l'indigénat est appliqué aux seuls Kanaks, sauf en ce qui concerne l'internement et le séquestre des biens qui sont étendus à ceux qu'on appelle les assimilés, à savoir les travailleurs recrutés sur contrat, néo-zébridés, javanais, vietnamiens. Ceux-ci sont tenus par des contrats de travail draconiens qui incluent des peines de prison ou d'amende en cas de mauvaise volonté au travail. Ces derniers sont soumis aussi à l'interdiction de circuler la nuit après le couvre-feu, de circuler sans laisser-passer ou de se procurer de l'alcool. De fait et en pratique, ces travailleurs sont soumis au même type de régime, à l'exception du paiement de l'impôt de capitation qui pèse sur les seuls Kanaks. D'ailleurs, le service de l'immigration et le service de l'indigénat ont été longtemps fusionnés jusqu'en 1912 sous l'autorité de la gendarmerie qui prenait alternativement le nom de syndic de l'immigration ou syndic des affaires indigènes. Le régime de l'indigénat a été aboli en 1946 dans toutes les colonies françaises et aussi en Nouvelle-Calédonie. Mais il faut le dire,
maintenu sans réforme notable, contrairement à l'Algérie et par exemple la Cochinchine, pendant plus de 59 ans. Il a profondément marqué le monde kanak, profondément marqué les travailleurs qui l'ont subi et aussi l'ensemble de la société calédonienne qui a été construite ainsi sur un fondement particulièrement inégalitaire et une organisation de ségrégation entre les communautés redoutablement efficace. C'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, le passé colonial pèse encore aujourd'hui très lourd dans la conscience des Calédoniens, quels qu'ils soient Kanaks ou non Kanaks. Fortement mobilisés par les Kanaks lors des affrontements qui ont eu lieu entre 1984 et 1988, ce passé colonial est aujourd'hui mieux connu grâce au progrès de l'historiographie et aux travaux et ouvrages qui ont été produits depuis 30 ans, ainsi qu'aux émissions de télé grand public ou de films qui sont accessibles par tous. Il faut noter que le pays a considérablement changé depuis les accords de Matignon et l'accord de Nouméa en 1988 et 1998, et que la société calédonienne a connu une longue période de paix caractérisée par des progrès notables de rééquilibrage entre les provinces nord et îles à majorité kanak et les provinces sud à majorité non kanak, en particulier en matière d'infrastructure, d'accès à l'emploi dans les postes à responsabilité et de développement économique. Pour autant, la société calédonienne reste profondément inégalitaire, avec une proportion notable de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, 18,3% en 2021, dont une large majorité de familles kanak. 20% de la population en 2019 détenait près de 44% des revenus, tandis que 20% les plus modestes ne percevaient que 5%. Le niveau moyen des ménages non kanak est encore 2 fois plus important que celui des ménages kanak. À la persistance des inégalités et d'un taux de pauvreté concentré sur la population kanak s'ajoutent d'autres clivages hérités du passé. L'entre-soi communautaire reste une donnée dans un pays où on se côtoie plus qu'on ne se mélange. Les logiques communautaires imprègnent encore les positions politiques, comme en témoignent les résultats des 3 référendums d'autodétermination qui ont eu lieu entre 2018 et 2021. Par ailleurs, la persistance d'une surreprésentation écrasante des jeunes Kanaks dans les prisons, la prison du camp Est, interpelle sur les problèmes que connaît la jeunesse kanak. Il reste du passé la force d'un discours répressif au détriment des politiques de protection de l'enfance et de la jeunesse. Des progrès ont certes été faits depuis 30 ans, mais ils restent à l'évidence insuffisants, et en particulier dans des domaines comme l'éducation, les modalités de la transmission, la réflexion sur la pédagogie, l'adaptation des programmes scolaires pour mieux inclure, accompagner la jeunesse et mieux enseigner l'histoire du pays. Plus fondamentalement, l'histoire coloniale de la Nouvelle-Calédonie, si elle est mieux connue et mieux acceptée aujourd'hui, nourrit encore des visions d'avenir très divergentes. Les Calédoniens non kanaks, massivement en faveur du maintien du territoire dans la France, privilégient un statu quo sans remettre fondamentalement en cause les dépendances à la métropole. Celle-ci, la métropole, joue actuellement un projet indo-pacifique et parle encore, par la bouche de son ancien ministre des Dom-Tom, le Cornu, de point d'appui et a procédé à une accélération du vote au moment du 3e référendum d'autodétermination en 2020, comme si la France ne voulait en aucun cas risquer un vote en faveur de l'indépendance ou proche d'un vote en faveur de l'indépendance. Du côté des indépendantistes, Kanak en très grande majorité, la question de l'indépendance et l'élaboration d'un nouveau pacte avec l'ancienne puissance tutélaire sur la base d'une souveraineté retrouvée n'est pas du tout remis en cause. L'une des grandes revendications de l'accord de Nouméa en 1998 a été de créer une citoyenneté calédonienne sur la base d'un corps électoral restreint pour les élections provinciales et le référendum d'autodétermination. L'enjeu était de s'appuyer sur les descendants du peuple premier et les descendants du peuple colonial historique, ce que le leader Jean-Marie Tjibaou appelait en 1983, lors de la réunion de Nainville-les-Roches, les victimes de l'histoire,
de s'appuyer sur ce socle-là, donc une sorte de peuple calédonien, pour assurer le rééquilibrage du pays et l'avenir du pays. D'où l'enjeu important imposé à l'époque de geler le corps électoral à ces deux niveaux pour promouvoir une citoyenneté pays dans lequel le peuple kanak, en tant que peuple autochtone, occupe une place centrale. Ça, c'est l'idée de l'accord de Nouméa et c'est la décision de 2007 de geler le corps électoral. L'enjeu, c'est bien la création d'un peuple calédonien averti, enraciné dans le pays, donc à même de pouvoir penser son avenir. Aujourd'hui, l'accord de Nouméa est questionné depuis la fin du cycle des référendums d'autodétermination. Mais le résultat du troisième référendum d'autodétermination a créé une forte incertitude. Les uns considèrent, et l'État français avec, que les trois noms successifs en 2018, 2020 et 2021 ont suffi et suffisent pour affirmer que désormais, la Nouvelle-Calédonie appartient à la République française sans discussion. Les autres considèrent que ce troisième référendum, qui a connu, rappelons-le, l'abstention majeure du peuple colonisé, s'il a une validité légale, n'a aucune validité politique. Le défi, on le voit, d'une décolonisation en Nouvelle-Calédonie est encore devant nous. Et la question cruciale, comment construire un pays sur la base d'une histoire coloniale telle que celle qu'a connue ce territoire, cette question, avec des communautés et un peuple autochtone, comment reconstituer un pacte, refonder un pacte pour ce pays? Cette question est encore hautement d'actualité.